Alors, je pense que voilà, le live sur la TV42 vient de commencer. Bienvenue à tous sur la TV42 en ce dimanche après-midi. Welcome sur The Vault 42 avec Dose Geek. Et voici, regardez, un invité surprise. Direct. Mon titre, Ouais, je suis docteur en préhistoire, d'accord, c'est intéressant ça. n'est-ce pas? Et alors, qu'est-ce que tu viens faire aujourd'hui dans le, j'ai envie de dire, le parc préhistorique de la TV42? Je viens vous montrer quelles étaient les activités de nos ancêtres directs. Et notamment, donc aujourd'hui on va pas chasser le renne, on va chasser une cible et je vais vous montrer les différentes armes qu'ils utilisaient. Excellent. Alors, qu'est-ce que tu as dans la main, Morgane? J'ai dans la main ce qu'on appelle un propulseur. Alors attends, je vais passer sur l'autre caméra, Vas-y, comme vas-y. ça on y verra mieux. Hop, hop, on a vu. Voilà. Donc, dans ma main des saguets qui, ma foi, mériteraient d'être un peu mieux redressés, mais vous allez voir, ça va le faire. Donc j'ai un petit fagot de saguet et dans ma main j'ai ce qu'on appelle un altlatlol. Enfin, oubliez ce terme-là. En français, on parle de propulseur. Et comme vous le voyez, ça me rajoute un bras de levier. Ça me fait une sorte de troisième articulation. Hop, hop, hop. Et ça va me permettre d'envoyer mes saguets, et on parle bien de saguets et non pas de lance, beaucoup plus loin. Parce qu'à la main, vous avez un gros mammouth en face de vous, peut-être un renne. Sans trop forcer, je vise pas la cible, je vais vous montrer juste la distance sur ce tir-là. Voilà. Et Ah oui, on est parti au moins à 30 ou 40 mètres même. facilement 40 mètres. Sans forcer. Donc comme vous pouvez le voir, ça c'est un moyen de propulsion. C'est bien ce geste-là. On fait travailler l'épaule, le coude et c'est à la fin le mouvement de poignet. Et cette technique de chasse, en tout cas ces armes de chasse, sont précédentes à l'arc. L'arc a été inventé beaucoup plus tard et j'ai oublié de vous parler de la chronologie. Cette arme, ce propulseur a été inventé il y a à peu près 35 000 ans, 38 000 ans avant le Crétin. D'accord. C'est uniquement présent chez les sociétés d'hommes modernes. Ce n'est pas connu chez les sociétés néandertaliennes qui précèdent les hommes de Cro-Magnon sur notre territoire. Tu veux dire 38 000 ans avant Jésus-Christ? Avant le présent. Ah, le Donc, présent donc. avant Jésus-Christ, ça ferait 40 000 à peu près. D'accord. Alors on a Chucky qui nous dit bonjour. Salut à toi Chucky, bienvenue à toi sur le live. Salut. Donc maintenant, on va essayer, je vais montrer un peu la distance, ça c'est très rapide. Donc là c'est un tir au propulseur. On va essayer de faire un tir de précision. Les deux premières saguets qui ont été lancées, une à la main et une au propul, n'avaient pas d'empennage. Donc elles ont un peu dévié en fin de course. Celles-ci ont un empennage et l'empennage va permettre de stabiliser la saguet. Et comme vous avez pu le voir, évidemment j'ai laissé la cible, toujours comme ça, mais le tir était droit, la saguet a filé tout à fait droit. Grâce à ce type d'arme, on peut faire des tirs rectilignes. Alors Chucky nous dit que tu as une belle barbe. Ouais, tout à fait. C'est pour te déconcentrer avant que tu tires. L'objectif, c'est de la laisser pousser encore et encore. Alors là, tu vois, il m'a déconcentré. Notre ami. Ah là là. Ah, pas mal. Un coup à droite, un coup à gauche. Je vais aller les porter. Oui. Donc, là, on est parti les saguets. Donc, vous pouvez voir on s'est amusé à faire à faire des repères. Donc, on a le point de départ ici pour le tir. On a positionné la cible à 15 mètres. Parce que normalement, ce sont les normes du championnat d'Europe. Il existe effectivement un championnat d'Europe de tir au propulseur qui a lieu tous les ans. Alors je crois que c'est jamais au même endroit. À chaque fois, il y a une quinzaine et une vingtaine de participants. Ça
ça équivaut presque au championnat du monde parce que c'est pas non plus d'usage. Et alors je crois au niveau des catégories, enfin, au niveau des épreuves en fait, c'est 5 tirs sur cible à 15 mètres, après c'est 5 tirs sur cible à 20 mètres. Et en fait il faut, on est noté sur la totalité des épreuves sur un total de 100 points je crois. D'un modèle très très simple, qu'on peut trouver dans des gisements qui vont de 25 à 30 mm. C'est une baguette en bois de carbidé qui est découpée et sur laquelle est aménagée une sorte de petit hameçon, si vous voulez. Mais c'est uniquement ce petit hameçon dessus, on va mettre. On va accrocher la sagaie a un frein à sa base. Attends, on va revenir par ici. J'aurais bien me montrer tout près là. Voilà, ici ça devrait aller mieux. Voilà le système en l'occurrence du propulseur, le crochet, voilà, sur lequel vient s'amorcer dans le fond de la sagaie. Okay. C'est uniquement ce petit crochet qui va sortir par là. Et cet élément en bois de cervidé, toujours en bois de cervidé d'ailleurs, jamais en os, toujours en bois de cervidé, qui est préservé dans le gisement archéologique. D'accord. Il y en a des plus grands, il y en a des plus colorés, il y en a des plus petits. Il y a des dizaines d'heures de travail pour faire ce simple crochet. Je vais essayer d'être un peu plus précis que tout à l'heure. Donc il y a différentes techniques pour tirer. Vous allez voir des gens qui vont se mettre de profil avec le bras gauche, bien mettre leur bras parallèle à la sagaie. Moi j'ai plutôt tendance à me marque-bouter un petit peu. Je ne sais pas si c'est nettement mieux, mais moi c'est une position que j'aime bien. Juste devant. Pas loin, ouais. Et dans l'axe. C'est un challenge que tu veux jouer à faire. Alors là, complètement foiré. Pardonnez l'expression. Alors, on me dit qu'il n'y a plus de son. Je pense que ça doit être par intermittence. Est-ce que le son est revenu? Dites-moi dans les commentaires. Ah, c'est de l'entraînement, hein? Ouais, c'est pas quelque chose que je pratique de façon... Alors celle-là, elle n'a pas d'empennage, elle a chassé à cause du vent. Donc on voit bien l'intérêt de l'empennage. Là, je suis pas très doué, on va essayer de faire mieux. Alors. Allez! Ok. Alors, il y a une technique bien particulière pour tirer, hein, c'est-à-dire qu'il faut donner un coup de poignet. Et voilà, je suis de retour. Bien, welcome les amis. Alors, on va essayer de ne pas cacher. Voilà. Ouais, je disais, c'est un geste technique assez important. Il faut avoir le bon coup de poignet. Tout à fait, parce que si on essaye de passer en force avec juste les bras, ça ne marchera pas. Le coup en force, c'est encore une fois
Alors, on va se faire un petit challenge. Alors, juste devant toi. Alors, il y a Darkly qui nous demande si c'est bien la chasse au mammouth. Ouais, c'est un petit mammouth là. Est-ce que ça servait à chasser le mammouth Non, ou c'est non, juste non. une légende? Non, c'est plutôt une légende parce que le mammouth, évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, c'est une énorme bestiole, hein. Notamment nettement plus grand que les éléphants actuels. Et alors évidemment, c'est pas impossible à chasser le mammouth hein, en ces temps du Pléistocène. Le Pléistocène, c'est l'époque des paléos. Le mammouth, il faut imaginer qu'il avait une peau et une épaisseur de cuir de 15 à 20 cm. Donc pour percer la peau, même avec une sagaie et un propulseur, ça reste, et une pointe en silex bien acérée, ça reste très difficile. Le propulseur était notamment utilisé donc, par ces groupes des premiers hommes modernes en Europe, notamment pour chasser les herbivores, comme je l'ai dit tout à l'heure, le renne, le cerf dans des climats plus tempérés, mais également le cheval. D'accord. Pour s'attaquer au mammouth, il faut des techniques de chasse un peu plus différentes, type piège, hein. Creuser un énorme trou dans le sol et mettre des pieux, et puis ensuite chasser le mammouth. Et puis surtout, c'est surtout ce qu'il faisait, on en a des évidences dans le registre archéologique, c'est qu'il découpait du mammouth qui était tombé dans des pièges naturels, c'est-à-dire marécage par exemple, une carcasse fraîche de mammouth qui a été attaquée par des gros carnivores. S'attaquer directement au mammouth ou aux rhinocéros laineux, dans une moindre mesure, qui sont des bêtes hyper agressives, requiert autre chose que uniquement le propulseur. Encore une fois, le propulseur, c'est pour tirer sur du petit herbivore. Et, je parle de ça, là j'essaie de tirer sur cible, je n'y arrive pas, mais imaginez, la cible là, en gros, c'est uniquement un individu isolé. Si vous êtes un groupe de 4-5 chasseurs, c'est pas la meilleure technique à utiliser. La meilleure technique à utiliser, c'est de suivre un troupeau d'herbivores, quel qu'il soit. Et donc un troupeau d'herbivores, vous avez peut-être 50, 60, voire une centaine de têtes. Et là, c'est très facile. Si vous vous mettez sur un point un peu en hauteur, vous avez 5 saguets chacun. Vous n'êtes pas obligé de viser un animal en particulier. Vous décochez vos 5 saguets et vous êtes sûr que parmi vos 5 saguets, donc vous êtes 4-5 chasseurs, ça fait 20 saguets, voire 25, et vous êtes sûr que sur ces 25 saguets qui vont être tirés, vous allez toucher 2 ou 3 animaux. Et là, effectivement, il y a très peu de risques dans ce type de chasse. Vous êtes sûr de faire mouche à tous les coups. Chasser un individu isolé, parce que là c'est une cible en carton non mouvante, mais un individu isolé dans la forêt, enfin, vous avez pu voir des chevreuils qui couraient dans les forêts et ailleurs, même au tir à l'arc, c'est très compliqué, quoi. Elle chasse parce qu'elle n'a pas d'empennage. Ça marche pas. On va essayer celle avec l'empennage. Ça fait 3, tu vois, je suis pas un bon chasseur, hein. Je vais pas ramener à manger pour ce soir. Alors j'en ai tiré 3. On va manger des noisettes. 4, ouais, les noisettes. Chasseur, cueilleur. Moi je suis plutôt cueilleur que chasseur finalement. 4, et allez 5, allez tu vas y aller. Ah, pas mal. Ouais, hop, toucher à la patte. La bête est boiteuse. Et après, il n'y a plus qu'à le finir à la machette. Voilà. Alors, on va essayer de changer de caméra si ça veut bien. Hop. Petit coucou rapide, salut Skeleton, comment ça va? Ce sera des pommes de terre ce soir, ouais. Alors, j'ai mon changement de caméra qui ne fonctionne plus. Bah, c'est pas grave, on va faire comme ça. Hein. Je vais me rapprocher. On fait tout avec la 4G là, donc c'est un peu compliqué, c'est normal que ça saccade un peu de temps en temps. Donc on a Darkly qui nous dit ce soir ce sera des pommes de terre. Voilà, que... c'est ça, exactement. Ouais. Mais il faut bien les agrémenter les pommes de terre. Zut alors. Alors. Bon, on se concentre.
Ouais, il y a un peu de vent. Hein. Ah ouais, il fait lourd. Tout ça. Tac. Ouf. Ah oui, on est dedans là. Enfin, on est un petit peu en dessous, mais... Bas, mais elle a été touchée à la patte. Donc il ne faut pas s'arrêter sur... Alors, Ah voilà, j'ai pu changer d'angle. Voilà, on est mieux là. Presque, on était un petit peu trop haut. elle est passée entre les bois. Alors, une sans empennage. Ouf. Ouais, ouf. Elle est partie à droite celle-là. Ouais, oh papa, pas passé loin. Non. Alors, celle-là, elle... Alors vous voyez la différence hein, quand on a une sagaie qui n'a pas du tout d'empennage. L'empennage, ce sont les plumes que vous avez au bout de la flèche, côté de la main, côté du propulseur. En fait, l'empennage, vous avez à peu près trois faces, enfin trois plumes qui viennent de manière équidistante autour de la sagaie, autour de la queue de la sagaie, qui sont fixées avec du ligament et de la résine. Et en fait, cet empennage vient là pour aider à diriger et aider la portance de la sagaie en fait. Vous avez vu que la sagaie qui n'avait pas d'empennage de plumes, ben, elle part un peu dans tous les sens et est très difficilement contrôlable. Donc là, vous voyez la cible, elle est à 15 mètres. Après, au bout du mètre ruban, on est à 20 mètres. Après, je ne sais pas si vous voyez au loin, on a mis des petits piquets. Le premier piquet noir, il est à 40 mètres. Après, c'est 50 mètres. Après, c'est 60... Pardon, je dis des bêtises. Le premier, c'est 30. Après, c'est 40. Après, c'est 50. Et après, c'est 60. Parce qu'il y a aussi des comment dire, des sortes de concours. Celui qui va lancer le plus loin possible. Et ça peut partir très loin. Hein. On va essayer. Avec des bons outils. Je vais essayer d'être... Peut-être je serai plus doué en tir de distance qu'en tir de précision. Mais effectivement, je pense que aisément... avec ce type de sagaie et de propulseur, on peut... Alors attends, ce que je propose, c'est qu'on va se faire un petit challenge. Vas-y. On va se faire chacun 3 tirs à 15 mètres. Donc yes. toi, tu vas commencer. Et après, c'est mon tour. Et après, on fera 3 tirs chacun à 20 mètres. Et on verra à la fin qui mangera de la viande ce soir. Qui fera un barbecue. C'est à la mode d'être végétarien. Donc dites-nous dans le chat, c'est le moment de voter, qui est pour Morgan et qui est pour JH. J'en reviens pas. Mais non mais oh, c'est une arnaque. On m'avait pas dit qu'il y aurait un vote. Bon alors, 3 tirs à 15. D'accord. Allez, on va prendre que les flèches qui ont les sagaie qui ont des empennages. On passe celles qui n'ont pas d'empennage. Oui, ouf, écoute. En tout cas, ça part tout droit, hein, donc c'est pas mal. Ouais, ça part droit. Ah, alors, là. Ah, celle-là, pas terrible. Tac. Oui, en pleine tête. En pleine tête, je l'ai eu. C'est-à-dire le lièvre, il a levé la tête là comme ça et pof, au moment où il lève la tête, il s'est fait éclater la tête. Une au-dessus et une juste en dessous. Donc on va dire 1 point déjà pour Morgan. Évidemment, si on met en plein milieu, ça fait 3 points. Ouais, bah oui, forcément. Ouais. Je suis tout à fait d'accord. Donc je vais laisser Morgan prendre la caméra et puis je vais venir à ta place. Alors, chose intéressante, ça c'est le propulseur fabriqué par... C'est toi qui l'as fabriqué, hein, complètement. tout avec la méthode paléo compatible. Exactement, ouais. Voilà. Et moi je vais vous montrer celui que j'ai ramené. Attends, on va poser tout ça. Yes. Voilà. On va filer par là. Yo.
Donc voilà, bonjour les amis, c'est BuzzGeek. Aujourd'hui on va bricoler. Donc ça c'est un autre propulseur, un autre type de propulseur que moi j'ai découvert le tir au propulseur l'an dernier en visitant le musée préhistorique de Tarascon sur Ariège. Donc du coup ça m'a donné envie parce qu'avec les enfants on a regardé toutes les techniques qui étaient présentées par des chercheurs aussi. Donc ça nous a donné l'envie après de recréer ces saguets par nos propres moyens avec des plumes et voilà, et avec un peu de ficelle et de colle. Et donc du coup j'ai ramené comme souvenir ce propulseur. C'est pas moi qui l'ai fabriqué, c'est pour le coup ça doit être un chercheur qui travaille au musée. Donc du coup voilà, on va commencer la compétition avec ça. Commence. J'ai 1 point d'avance. Voilà, il y a 1-0 pour Morgan. Alors attends, je vais essayer d'avoir en même temps. Yo. Exactement, voilà pourquoi lui c'est Monsieur Technologie et moi Monsieur Paléolithique. Tac, le... Alors on parle de fouetter. Voilà. Un coup de fouet. Donc il n'y a pas besoin de forcer comme un malade. N'est-ce pas, Jean Herbert? Oh, presque. Et en fait, on voit bien que cette technique, évidemment, requiert de la pratique, mais aussi requiert des bons matériaux, quoi. Juste devant, c'est pas. T'as le droit de réessayer. Et en fait, là, j'aurais peut-être eu le plus de chances de toucher là. Et justement, c'est le coup où j'ai le moins forcé. Ouais, exactement. T'as le droit de réessayer parce que je l'ai tiré plein de fois. Bon, allez. Allez. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour la télé 42? Et voilà. Faut faire du sport le dimanche après-midi. Ou alors il faut imaginer, pour que ça marche bien, il faut imaginer quelqu'un qu'on n'aime pas sur la cible. Ah, ça marche pas mal ça. Alors, Emmanuel Macron, on va essayer Emmanuel Macron. Vas-y, essaye Macron. Oh, un peu faiblard hein, ouais, sur Macron. Demi-molle. Oui, il a... Non. Ah non. T'as pensé trop à gauche. Ouais. Donc essaye de penser à extrême droite, là ça va peut-être marcher. Hop, j'y ai cru moi aussi. Allez, toujours 1-0, on va passer à 20 mètres, je vais la poser à 20 mètres. Allez, va la poser à 20 mètres. Le challenge est grand, 20 mètres. Peut-être que finalement, à 20 mètres, c'est peut-être plus réalisable. Parce que la Saguet peut faire un léger tir en cloche. Donc on va voir ce que ça va donner à 20 mètres. On va se faire chacun 3 Saguets à 20 mètres. On va voir ce que ça donne. Voilà. Te voilà de retour, je te laisse là. Ok. Hop. Et bienvenue à Nanache 1, aux portes de l'abri 42. Bienvenue sur cette petite reconstitution de tir au propulseur. On voudrait faire un barbecue ce soir. Pour l'instant on est mal parti, parce qu'on n'est pas capable de ramener de la viande. Ouais. Alors peut-être que, comme tu dis, peut-être qu'à 20 mètres ce sera un peu plus facile, ouais, parce que elles avaient tendance à partir un peu trop haut. Et bienvenue RJ6 aussi aux portes de l'abri 42. Il y a du vent. Ah ouais, c'est pas évident avec le vent. Allez. Non. On a un petit vent de côté qui vient de droite.
cherche toujours des excuses. Hein. On cherche toujours des excuses. Alors, Et salut celle-là, elle est Pizza Glouglou. Ah, on est 10 sur le chat, c'est bien. Ah, pas mal, on n'est pas passé loin. Faut y croire. Sale bête. Ah, merde. Alors là, c'est un accident typique. Elle a été décochée avant. Elle s'est décochée en fait. Ouais. Le trou de la Sagaie a. On refait un deuxième essai. La Sagaie a sauté. Pour être fair play, je réessaye que celle-là. Non, non, vas-y, fais les trois, on se dit chacun 2 essais. Ouais, ça arrive. Alors peut-être que le trou a un peu vécu. Et d'ailleurs, je me suis presque fait mal. D'ailleurs. Ah ouais? Enfin, ouais, presque. C'est une façon de parler, mais effectivement, c'est comme si j'avais tiré dans le vide, quoi. Donc, alors, on réessaye à 20 mètres, sachant que j'en avais une juste au pied. Ouf, celle-là, elle est dedans, là. Celle-là, elle est belle. Putain, elle était belle, ouais. On est dans le noir, mais on est bien, là. Déjà, c'est difficile de toucher la cible, je vous garantis, à 20 mètres. C'est comme si on avait touché, je sais pas, la cuisse ou... Ah, pas loin, là, on aurait touché le haut. Ouais, juste au-dessus, pas de beaucoup. Hein. Ouais, On s'entraîne pour la qualification du championnat d'Europe de tir au propulseur. Ah non, beaucoup trop fort. Ah ouais, J'étais trop fort. prétentieux. Donc on va compter un point là, ça fait 2-0. Magnifique. Your turn. Je te laisse. Touc. Voilà, Oh. vas-y. Je te laisse reprendre. Parfait. Alors, est-ce que au niveau des propulseurs, c'est la même longueur? Alors, généralement, ce qu'on a l'habitude de dire, tu vois, c'est la même longueur. C'est que ça fait la taille du bras. Ah, du bras. De De l'avant-bras? Ouais, non, de ton bras en entier, de ton D'accord. épaule à ta main, au bout de ton doigt, quoi. D'accord. Et d'où l'importance d'avoir ce petit Ouais. crochet là. Ouais. On va faire levier presque. Ouais, ce sera presque levier. Alors, retour de Jean Herbert qui va tirer 2 Sagaie, 3 pardon, 2 x 3 à 20 mètres. Alors, l'importance de la confection des Sagaie, ce qu'on nous a expliqué, c'est que il fallait que ce soit le côté le plus lourd, le plus gros, soit au bout, Tout à fait, et le côté le plus fin à l'arrière. exactement. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on inverse, elle va partir, elle aura tendance à partir vers le haut, alors que si le côté le plus lourd est à l'avant, elle va partir et elle va retomber. Donc la trajectoire sera plus facilement contrôlable. À l'inverse des flèches tirées avec un arc. Là, à côté. Alors c'est parti un peu vers la gauche, donc on va essayer de viser un peu vers la droite. Ouais, réajuste. Oh, ah, juste devant. Oui, bravo Jean Herbert, très bien. Joli tir à 20 mètres, un peu décalé à droite, mais c'est pas mal. Donc encore une fois, avec de l'entraînement et surtout de la consistance, pardon, dans son geste, on y arrive. Ça demande un petit peu de concentration Ouais, et de tout à fait. pratique.
Allez, t'as le droit encore à un tir, hein, si je me trompe pas. Donc on est à 2-1. Ouais, ouais. Oh, peut-être on va faire égalité, t'imagines? Waouh. Salut public. Alors attention, hop. Ouais, elle était belle. On a Chucky qui te dit elle est belle. Voilà, bravo Jean-Herbert. Alors, tu vois, du coup, c'est parce que j'ai visé un peu à droite pour compenser. Ouais, ouais. Je pense que quand je tire, il y a le poignet ou je sais pas qui doit donner un petit coup pour aller vers la gauche, pour dévier. Donc il faut essayer de compenser avant. Ouais, s'il réfléchit trop, il va louper. Je l'avais dit. Réfléchis pas, fais un tir instinctif. J'essaye de me déconcentrer. Oh, un sanglier. Voilà, vas-y, vas-y. Ah, ouf. Cours. Allez. La dernière. Oh, un inspecteur des impôts. Oh, oh, bravo Jean-Herbert. Aurais-tu des choses à te reprocher? Ça marche le mieux. Bravo, magnifique. Magnifique. Alors Jean-Herbert vient de rattraper son score. Il a réussi 2 tirs à 20 mètres, alors que moi j'avais réussi un tir à 15 et un tir à 20. Très bien. Alors là, il faut courir, hein, comme à l'époque. Voilà. C'est pour ça qu'il n'y avait pas d'obèses à l'époque. Ils étaient toujours en forme physiquement, ils étaient affûtés. Tout comme toi. En tout cas, merci pour vos encouragements. On est à 2-2. Alors maintenant, ce que je propose, c'est un tir de distance. D'accord, je mets en condition. Voilà. Donc à partir de maintenant, on va montrer les muscles. Sachant qu'il y a un record ou pas? Oh, oui, il y a probablement un record détenu par un espèce d'Américain complètement fou qui a un propulseur hyper customisé en fibre de... En fibre de verre. Ouais, presque, un truc complètement dingue. Il a dû tirer à 175 mètres, un truc comme ça, avec des sagaies hyper longues, encore une fois, qui sont pas du tout en bois. 175 mètres. Oui, non, vraiment, vraiment, Putain. vraiment. Donc, Incroyable. donc là, alors, par contre, pour les tirs de Et en fait, distance, tu vas chercher ta sagaie en voiture de golf. pour le tir en distance, il faut essayer les sagaies les plus lourdes, là, pour le coup. Oh, merci pour le réabonnement, Kevinus Rex. Oh là là, merci. Merci à toi. Alors, on en tire combien en distance? On va dire, je sais pas, 2 x 3 encore. 2 x 3, d'accord. Donc, comme ça, on sera bien crevé. De toute façon, on est à 34 minutes, on est pas mal. Alors, attends, je refais un petit récap. Sachant que la cible est à 20 mètres, au bout du mètre ruban, là. Après, je sais pas si vous voyez comment ça va bien. Merci, Kevinus. Bah, nous, ça va très bien, tu vois, on fait du sport. On fait du sport paléo. Et après, on fera de l'aquabike. Voilà. Donc cible à 20 mètres, après le premier piquet noir au bout là-bas, le premier piquet noir qui a juste après la cible, c'est 30 mètres, le deuxième piquet là-bas c'est 40 mètres, après c'est 50 mètres et après c'est 60. Donc là on va essayer de tirer le plus loin qu'on peut, et après bah, je sais pas, j'ai envie de dire, pour chasser, bah, c'est à la gloire de Dieu, comment on dit, à la guise de Dieu, non? Ouais, je sais pas l'expression, mais à cette époque-là il n'y avait pas trop de Dieu, donc on s'en fout. Hein. Ouais. Ouais, 30, 40, 50, ouais, sur des tirs de distance. En tout cas, sans forcer, enfin, on peut faire facilement entre 40 et 50 mètres. En forçant un peu, je pense qu'on peut atteindre les 60 mètres. Mais après, inutile de dire que c'est même plus la précision, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Là, on tire pas pour la précision, on tire en distance, sachant que soit tu peux tirer sans élan, donc là c'est plus compliqué, soit tu peux tirer avec élan. Et le tir de distance, à l'inverse du tir de précision, ce qu'on a essayé de vous présenter, c'est qu'en tir de précision, la sagaie est rectiligne dans l'axe d'une cible, et le tir de distance, évidemment, tu vas diriger ta sagaie un peu vers le haut. Eh oui. Donc, on va essayer. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour montrer la différence? On va essayer une avec élan. Là, on va essayer de taper le plus loin possible. Alors j'ai pas bien vu, elle est plantée là. Elle est plantée, elle doit être au troisième poteau en fer, elle doit être à 60. Ah d'accord, donc à 60, ouais. Là elle est à 60 en prenant de l'élan. Là
Là, je vais essayer une sans empennage, sans élan. Donc on fait, là, il y a deux variables différentes. Sans empennage, sans élan. On va voir si j'atteins les 60 mètres. Ça m'étonnerait. Elle est plus courte. On va voir. Et bah... elle est pas si loin. J'ai pas vu, elle est dans l'herbe. Ouais, elle est dans l'herbe, je vais te dire. Alors à chaque fois c'est du sport hein, pour aller chercher les saguets. Ah ouais, donc on est à 60 50. On est à 50. Ouais. Et 60 60 avec élan, d'accord. Donc 50 sans élan et 60 avec élan. Donc vous voyez, c'est très intéressant. Après, ça reste une arme blanche, hein, donc c'est autorisé par la loi. Il n'y a pas besoin de permis de port d'armes. Voilà, c'est ce que j'avais prédit. Si vous avez des voisins un peu embêtants, 60 mètres. ou des randonneurs qui passent près de chez vous régulièrement, bah vous sortez le propulseur et la saguet, il n'y aura pas de problème. C'est autorisé. Alors, est-ce qu'on réessaye de dépasser les 60 mètres? Ah ouais. Allez. Après, je pense que plus on est chaud et plus on a de probabilité. Oh là, on a un joli flair avec un joli rayon de soleil, donc ça c'est bien. Voilà, c'est ton heure de gloire, c'est le moment cinéma. Voilà, le moment cinéma avec peu d'élan, j'essaie de dépasser les 60 mètres. Je vais la diriger un peu plus vers le haut. Ah, loupé. Je l'ai senti, tu vois, Ah oui. Un peu plus court. On doit être à 45 mètres. Ouais. Donc avec une saguet un peu lourde, on va essayer une saguet légère, tiens. Évidemment, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Alors, a tendance à voler plus, la légère. Alors, dites-nous dans le chat, est-ce que vous avez des questions à poser à Morgan? Parce que c'est un docteur quand même en archéologie, donc il est là pour répondre à vos questions. Archéologie préhistorique. Archéologie préhistorique. Ah ouais, c'est le terme approprié. Attends, hop, j'ai un petit indigène qui s'approche de moi. Ouais, voilà. J'ai eu un moment de... Ah, tu vois, avec une saguet plus légère, c'est pas mal. Hein. Ouais. Celle-là, elle était plus loin, mais c'est à peu près la même distance que le premier. Oui, on est autour de 40-45 mètres toujours. Ouais, bon, je vais te laisser la place. Je vais aller. Ah ouais, on est autour de 45 mètres. Donc on est avec Ulysse qui vient de nous rejoindre, le petit Ulysse. Ouais, tu vois les deux à 45 mètres. Donc mon premier tir à 60 était le mieux finalement. Je vais faire un essai avec 3. Hop. Puis après on passera au tir à l'arc. Ouais, si tu veux, ouais. Ah, maintenant que tu m'as bien crevé. Allez. Je suis un peu perdu là, voilà, c'est bon, j'ai retrouvé la cible. Et Jean Herbert. Voilà. Alors on va essayer sans élan. Et moi. Alors j'ai vu aussi sur certaines vidéos, Ouais. il tirait avec une autre flèche dans la main. Est-ce Ouais. que ça aide peut-être pour... Ça aide pour la visée, pour la distance, je suis pas sûr. C'est ce que je faisais au début, vas-y. Et... 35, je dirais. Ouais, donc il y a une grande différence avec et sans élan. Papa, tu viens de dire 35 virgule. 35 mètres. Allez. Ah, tac, ouais, pareil. Un peu avant les 40. Ouais, t'es à 38 mètres là.
38 sans élan. On fait avec élan cette fois-ci? Ah oui, oui, bien sûr, ouais, ouais, tu vas voir la différence. Petit indigène, recule. Reste là. Hop. Hop, voilà, super. Allez, on y va, on va tenter. On peut facilement faire 3 pas. Hein. Ouais, mais 38. Ouais, avant 40. On va chercher les flèches. Ouais. C'est vrai qu'il y en a une, il a fait des- Ah, oh là là. Eh, qui c'est qui est sur la vidéo là? Tu te prends pour un petit mammouth? Hein? Un petit renne? Ouais, avant 40, ouais. Ouh là là, et alors voilà, alors là, c'est assez rigolo, ce qu'on vient de voir. Alors attention, ça c'est le mien, on le lance pas, Ulysse. Non, celui-là non plus. Alors là, qu'est-ce qu'on voit? On voit un enfant sur la vidéo qui joue au propulseur. Et en fait, c'est marrant, parce que c'est comme ça que se transmettent les... Aïe aïe aïe! Alors, Au Paléolithique, Attends, les enfants étaient attends. toujours avec les parents, donc les enfants imitent les parents. allez, Et là, dans on va mon... rejoindre maman. Hop. Tu vas voir maman? hop. On reste avec moi. Tiens, tu peux prendre dans mon sac, Jean-Herbert, le propulseur pour enfants, justement, pour montrer la différence. C'est celui-là? Ouais, voilà, exactement. Et c'est ce que je viens de dire. Attends, je vais reprendre la caméra, Voilà. comme ça je vais te filmer en train de l'expliquer. Ouais, d'accord. On a vu le petit indigène qui joue avec les sagas de son papa. Ça, c'est un truc que tout un morceau de boulot. Il faut bien penser que dans toutes ces sociétés paléo, il y avait toujours des enfants. Les activités des enfants, évidemment, c'était de jouer, mais aussi de jouer à imiter les parents, comme on a vu là il y a 3 minutes. Et donc on a des évidences de ça dans le registre archéologique, des enfants qui imitent, notamment qui apprennent à tailler la pierre. Et ça c'est un propulseur pour enfants avec une différence majeure, je perds mes mots, c'est le crochet au bout qui permet, je vais chercher la sagaie pour enfants, Qui remplace les doigts. En qui est nettement plus petite parce que pour que, voilà, effectivement le grip en anglais, le fait d'attraper la sagaie comme ça, même pour des enfants qui ont 10 ans là, comme les nôtres, pour les plus grands, ça reste quand même vachement difficile. Tandis que pour un petit, et voilà, système parfait. Ok, tu peux essayer de tirer avec? Bah ouais, mais ça va louper parce qu'en fait, elle est trop légère pour moi. Donc je peux faire un tir à 5 mètres hein, pour juste Ouais, montrer. Juste pour montrer le principe. Pour montrer le principe. Donc là, je n'accroche pas la sagaie avec les doigts. Elle est maintenue par ce crochet et je la dirige un peu vers le haut parce que si je la dirige vers le bas, elle glisse. Ouais, Donc voilà, ça c'est un propulseur pour enfants. d'accord. Oui, puis elle n'a pas d'empennage Elle encore. n'a pas donc- d'empennage, et ça marche hyper bien parce que c'est maintenu. Voilà. Et donc les enfants, même dans les sociétés paléo, évidemment, apprenaient. Donc c'est pour ça qu'ils pouvaient devenir des très bons chasseurs, des très bons tailleurs de pierre assez tôt, au début de l'adolescence. Parce que les activités qu'ils voyaient, qui étaient effectuées par les papas et par les mamans, ils les imitaient évidemment. Oui, et puis eux, ils baignent dedans depuis tout petit. Voilà, Donc, c'est leur façon de vivre, quoi. Enfin, donc voilà, donc un propulseur pour enfants, alors, c'est hyper rigolo. Hop. Et la saga est à revoir en tout cas. tu vas nous montrer un arc authentique. Authentique, j'aimerais bien. S'il était authentique, il serait dans un musée. Mais ça, c'est voilà. Ça, c'est plus mon dada, hein, finalement. Ça, c'est des arcs en bois. J'en ai 2. Mais celui-là, c'est de l'acacia. Et ça, c'est un bois africain. Et salut Héraclios69 qui vient de nous rejoindre. Alors, tu vas bander ton arc, hein, N'est-ce pas ? comme Ulysse. Voilà. Donc tu peux nous expliquer la conception, enfin les matériaux qui sont utilisés généralement? Ouais, alors celui-là, c'est pas une reproduction fidèle, mais c'est un arc tout bois. Il n'a pas de courbure. Hein, il n'a pas de, enfin j'entends, il n'a pas de il n'a pas de poupée recourbée. Il n'a pas une poignée plus grosse que les autres. Donc c'est assez fidèle aux premiers arcs qu'on trouve dès le mésolithique. Alors là, on est à la fin de la préhistoire. D'accord. On est à 5000, 4-5 000 ans avant le présent. D'accord. Sachant que le propulseur, c'était 38 000 ans avant le présent et ça a perduré dans le temps. Ah oui. Et on chassait au propulseur dans des milieux de steppe. Oui. Comme on l'a vu. Donc pour tirer
sur un animal à ces distances-là, il ne faut pas d'arbres partout. À partir du moment où les forêts sont arrivées, l'utilisation du propulseur en forêt, c'est Ouais, impossible. t'as plus Donc, toute l'envergure que tu peux avoir. exactement. Donc ils sont passés à un autre mode de propulsion. L'arc a été inventé. Et donc l'arc est nettement plus récent. On a peut-être des évidences solitréens à 17 000 ans. Enfin, quoi qu'il en soit, au minimum, il y a 17 000 ans d'écart entre le propulseur et l'arc. Donc l'arc, en fait, dans l'histoire de l'humanité, il n'est pas si vieux que ça, quoi. Non, il est Comparativement à d'autres armes. complètement. L'arc n'est pas quelque chose d'ancien. Alors je me prépare quand même parce que c'est un peu plus. Alors comment allez-vous dans le chat? Est-ce que ce genre d'émission vous plaît? Est-ce que vous avez des retours, des questions à nous poser en direct? Donc vous voyez, il est en train de s'équiper d'un gant, un authentique gant paléolithique. Ouais, je ne citerai pas la marque. Le Décathlon existait déjà à l'époque. Voilà, ouais, bon. Ils vendaient des Évidemment, je vais pierres pas et tirer avec des les menhirs. Décathlon également. Par contre, Alors ça, c'est des flèches aussi confectionnées. ouais, celle-là elle est en cours de réparation, il y a encore du scotch dessus parce que je l'ai recollé, j'ai cassé la pointe. Mais là, c'est pour vous montrer, donc l'arc est tout en bois et les flèches sont toutes en bois aussi. Bon, D'accord, et le bout de la flèche, c'est quoi? alors, c'est un bois très dur qui est le même type de bois que celui-là, c'est un bois à four. Fût en bambou, bon, évidemment, c'est de la ficelle de coton, ça, c'est des plumes d'oie. D'accord. Et la ficelle de coton, il y a une colle ou... Ouais, elle s'est collée. Alors bon, c'est un peu du bricolage, mais celle-là, c'est peut-être même pas pas fini. Mais on peut imaginer dans ces sociétés un petit mélange. Ah oui, on a une pointe en dessous. Non, on n'a pas une pointe. C'est une pointe en avant. C'est pour achever définitivement la proie. C'est-à-dire que même si elle est blessée, elle aura un cancer. Et alors, donc... Je ne vais pas rentrer dans les détails du tir à l'arc, c'est très précis, on ne peut pas utiliser de sujet qui est vraiment minutieux. L'objet en lui-même, qui est un arc tout bois et reproduction d'un arc d'un arc de la préhistoire. Oui, et c'était pas un arc vraiment très grand pour pouvoir le trimballer un peu partout. C'est surtout le côté pratique et efficacité qui devait être utilisé en fait. Et donc au niveau du tir sur cible en général, tu t'entraînes sur quelle distance? D'accord. Oui, parce que c'est des armes qui tirent plutôt rapprochées, c'est ça? Ok. Alors on a un petit peu de vent, j'espère que ça s'entend pas trop au micro, excusez-nous pour ça, mais je pense que c'est des rafales, hein, pas du vent en permanence. Oh, elle est belle, elle est dedans, hein. Donc on voit bien, c'est intéressant parce qu'on voit bien la posture que tu prends pour tirer. C'est la posture du chasseur presque. Ouais, le tir de compétition.
Oui, c'est ouais, un 5 qui cherche bien. Tu dois te projeter au bout de ta flèche. Ah ouais. Donc vous voyez là aussi c'est du boulot, hein, c'est du travail, c'est de l'entraînement, c'est presque un art de vivre pour arriver à viser directement dans la cible, à toucher au but instinctivement comme on dit. Alors Morgan s'entraîne pas mal aussi. Et donc il a fait cette spécialité de reconstituer toute cette technique, la création de ce matériel pour pouvoir s'entraîner. Donc encore une fois c'est très intéressant parce que ça nous aide à nous replonger dans les techniques utilisées à l'époque et on comprend du coup toutes les contraintes qu'ils avaient pour essayer d'atteindre leur point. Donc on revient en tir instinctif. Et hop, je vois un hélicoptère, je tire. Magnifique. En plus, dans le cercle jaune. Ah, elle a dit. Ouais. Ok, ça fait déjà 2 tirs sur 3 sur le carton. Ouais, là, c'est pas mal du tout, hein. C'est bon. On est au top. Et ça fait combien d'années que tu t'entraînes Ouais, magnifique. Voilà. Tu vois vraiment cette position du tir, tu peux t'imaginer dans la forêt. Et là, à l'inverse de ce qu'on dit tout à l'heure, là tu peux passer au bâti volé. Ouais. Le tir au propulseur, si t'es tout seul, bon tu loupes, t'as tes grandes saguettes à emmerder, enfin bon. Tandis que le tir à l'arc, tu vois la rapidité, j'ai décoché 5 flèches en, je sais pas, en 3 minutes, 2 minutes peut-être. Donc en termes d'efficacité, c'est pas que c'est plus puissant, mais c'est nettement plus rapide et c'est plus précis. D'accord. Et toi-même, voilà, tu peux être un chasseur tout seul et tu peux t'en sortir au tir à l'arc. D'accord. Au tir au propulseur tout seul, si tu dois chasser au propus, c'est un peu plus encombrant et puis ça fait beaucoup de bruit la sagaie. Je sais pas si on ne l'a pas dit tout à l'heure, on aurait dû le dire, la sagaie quand elle vole, Ah oui. flèche fait aussi mal prévenu, mais dans une moindre mesure il est peut-être moins prévenu qu'une flèche arrive plutôt qu'une sagaie. D'accord. Une sagaie ça fait vachement de bruit quoi. D'accord. Alors les herbivores qui sont pas fous, ils entendent ça et tout. Ça rapporte quoi. Ok, alors attends, on va. Bah, je te laisse aller chercher les flèches et puis après on va passer au silex. Alors on va revenir sur l'arc et les flèches. Voilà, donc on a l'arc en bois équinté avec les deux propulseurs, les saguets avec intégrale. Donc vous voyez que les saguets sont beaucoup plus longues que les flèches, mais c'est une toute autre technique de tir. Et maintenant, c'est vachement intéressant toujours de comparer les techniques. On apprend toujours beaucoup de choses à comparer.
Alors, donc maintenant, qu'est-ce que tu vas nous montrer en termes de... C'est de la taille de silex, hein? Ouais, je vous montrer la taille du silex en effet. La taille du silex, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut imaginer que toutes ces pointes de flèche, toutes ces pointes de saguet avaient des... faut que ce soit vulnérant. Donc j'entends vulnérant, évidemment, si on va vraiment à la chasse, les hommes du paléolithique, ils n'y allaient pas pour faire mimuse comme on vient de le faire, ils allaient évidemment pour se nourrir. Donc c'est pas avec une pointe en bois qu'on va vraiment tuer un animal. Il faut quelque chose de vulnérant, et pour que ce soit vulnérant, les hommes du paléolithique avaient à leur disposition le silex, et donc ils taillaient la pierre, ils faisaient leurs outils en silex. Et ils faisaient notamment des pointes de flèche, des pointes de saguet, mais aussi d'autres outils, ce qu'on appelle l'outillage domestique, pour traiter les peaux. Là on voit un carquois en bois de chevreuil, qui lui a été gratté avec un grattoir en silex. Donc ce matériau, cette pierre, vous permet de créer tout un panel d'outils divers et variés. Ils ont taillé le silex, ils ont taillé le quartz. Pourquoi ces matériaux-là? Parce que ça a une structure homogène, donc il n'y a pas de plan de clivage à l'intérieur, donc si vous voulez, c'est presque de la sculpture finalement, on sculpte, si vous voulez, le bloc de silex. Ouais. Alors, ça pour le coup, c'est une activité que je pratique assez régulièrement et depuis assez longtemps. Donc j'ai tout un tas d'outils qui sont encore une fois paléo-compatibles. Là on a plein de bois, des bois de serre. Donc, tous ces bois de serre de différentes tailles, de différents profils, de différents poids vont me servir de marteau. D'accord. Pour détacher des éclats, des blocs de pierre, c'est autre chose. Donc c'est littéralement des marteaux C'est des marteaux, ouais, tout à fait. Parce que je vous vois tous venir là avec ces formes un peu phalliques. Ouais. Mais non, c'est pas... c'est pas du bois bandé, hein. C'est du marteau. Et évidemment, on a tout un panel de galets, du granit, du quartz. Et ces marteaux, ils sont faits en quelle matière généralement? Du bois de... Cervidés. C'est des bois de cervidés, comme ça. On se sert des empaumures en fait, hein, des bases, parce qu'à l'intérieur il y a une spongieuse, de la matière spongieuse, mais la base est très solide. D'accord. Donc, bon, je ne vais pas me lancer dans quelque chose de très compliqué, parce que là pour le coup ça pourrait prendre des heures. Pas des heures, mais ça demande aussi beaucoup de concentration. Là, le principe, donc j'ai différents blocs de silex qu'on trouve un peu partout. Ça vient de Touraine, ça vient de Dordogne, et ces deux-là viennent des Charentes. Donc ils ont des couleurs et des formes différentes. D'accord. Et vous allez voir, le silex... Donc si on devait... Ah, tu t'es coupé? Presque. Donc si on devait Il faut que ça arrive qu'à moi. Ça, donner tous les ans. des exemples, une liste d'exemples d'utilisation du silex. Oui. Il y aurait premièrement pour les armes, deuxièmement il y aurait plusieurs utilisations différentes. Alors, oui, il y a plusieurs utilisations. Encore une fois, tu as pour les armes, dans le sens où tu crées, tu façonnes ton bloc, tu sculptes ton bloc, donc tu peux sculpter une toute petite pointe de flèche ou tu peux sculpter une pointe de saguet. Donc là, tu façonnes un bloc. Voilà, ce type de bloc-là, on peut faire une magnifique pointe à l'intérieur. Donc tous les éclats que je vais enlever vont être du déchet. Ouais. Donc j'aurais façonné, j'aurais sculpté un bloc. Tandis qu'à l'inverse, je peux aussi uniquement, à l'inverse du façonnage, il y a aussi le débitage. Et là, c'est ce que je vais vous présenter de façon assez rapide. Débitage, c'est on va choisir un plan de frappe adapté et on va détacher des éclats. Alors là, déjà, je me débarrasse des impuretés, des imperfections. Ce bloc-là, il sonne un peu creux parce qu'il a été un peu gelé. Là. Et le marteau là que tu utilises, c'est quoi? Alors ça, donc les percuteurs, ce qu'on appelle les percuteurs tendres organiques, qui sont tendres et de matériaux organiques. Là, il y a du bois végétal. Percuteur tendre organique versus percuteur dur.
qui sont de différents galets. Granit, grès, calcaire, j'ai un peu de tout, basalte. D'accord. J'en ai de différentes formes, de différentes tailles, et chacun d'entre eux ont une application bien particulière. Je ne vais pas utiliser un énorme galet pour détacher, pour taper sur ce bloc-là. D'accord. Il me faut un petit galet, et ça c'est tout à fait raisonnable. Et d'ailleurs, on voit les plages d'utilisation. Il a été percuté plusieurs fois. Alors on va détacher quelques éclats en séquence. Je vais utiliser cette partie-là en plan de frappe, c'est-à-dire l'endroit où je vais percuter. Une fois que j'aurai percuté, l'onde de choc va se répartir dans le silex et va détacher un éclat. Voilà. D'accord. Donc ça, là on a un éclat. On a un premier éclat avec le point d'impact. L'onde a filé dans le silex et m'a détaché un éclat. D'accord. Donc là, j'ai le négatif de l'éclat. D'accord. Donc je vais utiliser maintenant cette arête centrale qui a été dessinée pour détacher un second éclat. Et je vais tourner tout autour du bloc. D'accord. De cette façon. C'est très très simple hein, comme méthode de débitage. Ça. Il y a des choses nettement plus complexes. Alors attends, je vais peut-être en faire un plutôt là. Voilà. Ah, il est joli celui-là. Petit éclat. Alors ça, tu vois, là l'éclat a été cassé en deux parce que le silex était gelé. C'est ce dont j'ai voulu me débarrasser. Et on voit bien à l'intérieur du silex, malheureusement, il y a je sais pas si on le voit bien, mais là il y a une faille. Ah oui. Tu vois, et donc le silex, là finalement, c'est les silex qui sont des rognons qui sont découverts dans les champs, etc. Donc ils prennent le gel et donc ils pètent. D'accord. C'est malheureux, mais enfin c'est pas très grave. Hein. C'est pour ça que cet éclat a cassé en deux. Normalement, il aurait dû être entier. Donc inutile de vous dire que là, ces éclats, c'est tranchant comme des lames de rasoir, hein, j'imagine. Ouais. Oui, tout à fait. Ouais. Alors peut-être, voilà, là, tu vois, Ouais. là, le tranchant est très, très affûté. Alors, on va essayer d'en produire d'autres. Enfin, essayer. Quelque chose d'un peu qui ressemble. Alors là, j'ai encore cette faille qui va m'embêter. Je vais essayer de la passer. Là. Voilà. Ça, c'est quelque chose de plus raisonnable. Voilà. D'accord. On commence à avoir... Si tu veux, ces 4-5 premiers éclats ont permis de mettre en forme une certaine surface pour obtenir là, voilà. Là, j'ai un éclat qui a deux bords tranchants. Ouais. Celui-là est hyper net et hyper tranchant. Ouais. Celui-là est un peu irrégulier avec une pointe. Donc ça, c'est un très bon support d'outil. Après, je vais faire un outil là-dedans. D'accord. Ça pourrait faire une pointe de flèche ou de lance. Oui. Ou pour une sorte de petite veux, machette, enfin je veux dire de petite hache. Avec non, parce que c'est trop mince. On va essayer de faire quelque chose qui va nous permettre de gratter ou de racler une peau avec ça. Hein. Ça, c'est un très bon support. D'accord. On va essayer de faire quelque chose d'un peu plus allongé. Là, ça a cassé avec ce silex, tu vois, il a une faille là, ici également. C'est pas très grave. On va le passer. Wow. Tout gelé ce silex. Voilà. Ouais, t'entends, là, il est gelé. Tu vois, voilà. D'accord. La faille est partie, la faille de tout à l'heure. Voilà, bon, c'est pas très grave. Bon, on a quelque chose d'assez parallépipédique. Oui, c'est comme on dit souvent dans les roches, c'est une sorte de faille humide où il y a de l'humidité qui s'est infiltrée ouais, et qui fait casser la pierre, quoi. Ouais. Non. En fait, maintenant, tu vois. Voilà, on va essayer d'en avoir un par ici. Et là, je change de plan de frappe. Parce que cette zone-là, elle commence à être un peu trop réduite et les angles sont plus très bons. Là, voilà, tu vois. D'accord. Ça, c'est pas mal. D'accord. Ah oui, parce que parler d'angle, mon galet, je percute toujours entre donc, un plan de frappe et une surface de débitage. Ouais. Donc, là où est détaché l'éclat, avec un angle toujours inférieur à 90 degrés. D'accord. Voilà, et donc là, si tu veux, je pourrais continuer. Si j'aimerais vous montrer l'application des percuteurs tendres. Donc, j'essaie de créer une bonne surface. Alors, attends. Peut-être faire comme ça.
Voilà. Ensuite, comme ça. Voilà. Ça, c'est 2 très beaux éclats en séquence. Ouais. Ces deux-là. Tu vois, assez allongés. Ça, c'est un super support de... Voilà. Ça c'est typique, plutôt du paléolithique moyen, donc les hommes de Néandertal, avant la période des propulseurs, 50 000 ans avant le présent. On a un éclat allongé, débité au percuteur de pierre, avec un superbe talon. On voit très bien que c'est détaché à la pierre. On a une partie corticale, le cortex c'est la peau du silex, une partie corticale opposée à un tranchant hyper droit, hyper net. Et là, on pourrait considérer ça comme un couteau à dos. C'est-à-dire que tu peux l'emmancher, parce que cette partie corticale ne te coupe pas la paume de la main. D'accord. Tu peux pas l'emmancher, tu peux le prendre directement. Mais ça te coupe pas ou très peu. Et là, tu peux découper ce que tu veux sans... À chaque fois, je découpe mes cuirs. Il me reste plus de cuir. Mais tiens, celui-là, il a vécu. Ça, c'est du cuir, hein, comme vous pouvez le constater, avec lequel je taille. Je vais en découper un petit morceau. J'en ai pas un autre qui est un peu plus naze. Non, c'est pas grave. Ah oui, j'ai commencé à le découper là. Je le savais. Donc le couteau à dos, partie préhensive qui est la partie corticale, opposée à un tranchant non retouché. J'ai pas travaillé ce tranchant. Et là, on voit bien. Ah oui, effectivement, ouais. C'est un véritable couteau à dos, quoi. Ouais. Voilà. On peut carrément découper de la Ah, carcasse mais bien avec. sûr, ouais, là tu découpes la peau, tu découpes la viande, tu découpes les tendons avec ça. Ouais. Donc à la main, tu vois, c'est un peu plus compliqué, quoi. Voilà. Donc ça, ouais, ça c'est quelque chose d'assez caractéristique. Donc un objet qu'on ne retouche pas, directement utilisé en couteau à dos. Tiens, l'éclat de tout à l'heure, je vais le retoucher un petit peu et on va voir ce que ça va donner. Donc là, évidemment, ce tranchant peut être utilisé de la même façon, mais il est un peu, tu vois, il est un peu irrégulier, ça me plaît pas trop. Là, je peux me blesser. Donc je vais créer ce qu'on appelle... Alors là, on utilise un autre Alors voilà, c'est ça, outil pour faire de la taille plus précise. Alors ouais, là je fais une action de retouche. J'enlève le côté tranchant qu'on a sur cet éclat-là. Ouais. Je l'enlève si tu veux, mais je change d'angle finalement. Et bienvenue Skinny aux portes de l'abri 42 pour cette petite émission sur le vif, cette émission en direct sur les techniques paléolithiques de taille de silex. Tout à l'heure on a fait du lancer de saguet au propulseur, du tir à l'arc, donc avec Morgan Roussel qui est docteur en archéologie préhistorique si je ne me trompe pas. Tout à fait, c'est ça. Voilà, on fait un petit récapitulatif sur toutes ces techniques. Ça fait pas de mal hein, de se rebaigner dans le jus de nos ancêtres, nos lointains ancêtres. Voilà, et on va le retoucher ici. Donc là, on est en train de faire une taille plus précise. Hein. C'est parce que de l'affûtage. Exactement, c'est le terme approprié, de la retouche, la phase de retouche ou la phase d'affûtage. Donc on enlève, on détruit l'aspect tranchant d'un bord par des micros éclats. Hein. C'est exactement le même principe que les plus gros que j'ai détachés. J'enlève tout un tas de micros éclats tout autour d'un bord pour lui donner une forme particulière, pour créer un outil. Ah oui, on voit qu'il commence à prendre la forme d'une feuille presque. Ouais. On voit bien la forme, les courbes. Qui sont plus régulières. Hein. Ouais. Le support de départ. Va-t'en, départ. Voilà. Alors j'ai quelques personnes qui m'ont appris à tailler. Il y a quand même assez longtemps, j'ai commencé à tailler en 2003 peut-être, 2003, 2004. Donc ouais, ça fait 15 ans que je taille. D'accord. Assez régulièrement. Un de mes premiers profs... Et tu apprends ça à l'école ou alors non, on fait des j'apprends pas stages ça à l'école. Ouais. Quand tu es à la fac, il y a des professeurs qui taillent assez bien, donc tu peux apprendre ça à la fac quand tu es jeune étudiant. Et puis sinon, c'est plutôt par des stages. Et puis c'est beaucoup, tu t'apprends beaucoup toi-même, hein, évidemment. Il n'y avait pas YouTube à l'époque, hein. J'ai rien appris par YouTube, rien du tout. J'ai tout fait moi-même. Donc voilà. Donc, ok.
Donc Là, ça, typiquement, ça pourrait servir à quoi? alors là, on a deux outils typiques du paléolithique moyen de l'homme de Néandertal. Le couteau à dos, hein, le premier, celui Ouais. qui coupe bien. Pas pour les ados hein, du paléolithique. Et là, on a ce qu'on appelle un racloir convergent, D'accord, parce que les deux bords sont retouchés. J'ai D'accord. deux bords de delinéation. Un qui est de delinéation très convexe, ouais, un bord qui est de delinéation légèrement convexe rectiligne, et ils se rejoignent en une pointe. Ouais. Donc c'est un racloir convergent. Ouais. Les deux bords convergent. Et alors là, ah d'accord, tu as un outil d'une efficacité. pour tanner la peau. Alors, pas tanner, c'est plutôt racler. Hein. Quand tu tues un animal et que tu fais des travaux de boucherie, tu grattes La chair, enfin entre la peau et, Mm. et la viande, tu racles tes peaux. Et donc ça, c'est un outil que tu peux utiliser pendant des heures sans aucune difficulté. Si au bout de plusieurs heures, évidemment, il peut toucher un os, donc il peut s'abîmer, ben, tu le réaffûtes. Tu refais une phase de retouche par derrière. D'accord. Donc là, voilà, ça c'est deux outils typiques, sachant que celui-là va durer plus longtemps que le couteau à dos, parce que le couteau à dos, là, pour le coup, dès que tu touches un os, évidemment, le côté tranchant va s'altérer, va s'abîmer. Mais il ne va pas être jeté, il ne va pas être abandonné, il peut être réutilisé et retaillé également. D'accord. Donc on a deux chouettes outils détachés à la percussion dure, parce qu'on voit les deux gros talons, là, les deux gros points d'impact. Couteau à dos à tranchant naturel et racloir convergent. Voilà. Ok. Outil du paléo moyen, et on va passer rapidement, si on a le temps, Alors peut-être le dernier. au paléo sup. Alors attends, est-ce que je vais... Ouais, ça peut marcher, je vais juste montrer la différence entre le débitage à la pierre et le débitage au bois de cervidé. Ouais, on est pas mal. On est pas mal. Alors là, j'utilise des plus petits outils parce que je prépare ma surface de débitage avec plus de précision. Parce que le marteau que je vais utiliser va être un marteau en bois cette fois-ci et non pas un marteau en pierre. Donc, Et bienvenue Dunski, porte de l'abri 42. Ou Dunsky, je ne sais pas comment on prononce. Merci à tous d'être là sur le chat, sur le live, pour suivre en direct cette petite séance de taille de pierre, taille de silex. Voilà, donc je vais suivre cette arête, qui est l'arête précédente de probablement celui-là, là, si je ne m'abuse. Ouais, voilà. Donc je vais suivre cette arête, non pas avec un percuteur de pierre, mais avec un percuteur en bois, pour obtenir quelque chose de plus fin. Donc, là, j'utilise un bois végétal. Ah oui, d'accord. J'ai préparé le point de percussion. Il faut que je sois nettement plus précis. Chaki qui nous dit très intéressant tout ça. Eh ben, ça marche pas. Alors... Ah, je crois qu'il est mort là. Ouais, j'ai tapé dessus. Là, voilà. Il suffisait de taper un peu plus fort et j'ai eu une superbe lame. Voilà. Ça, c'est très rapidement, ça c'est ce qu'on appelle une lame, à l'inverse d'un éclat. Éclat détaché à la percussion dure avec un galet, voilà, celui-là. Et ça, c'est une lame détachée avec un percuteur tendre organique en bois végétal. D'accord. Les hommes du paléolithique supérieur qui tiraient au propulseur, eux, fabriquaient des lames, donc c'est très allongé, c'est très étroit. Les hommes de Néandertal, eux, taillaient plus préférentiellement des éclats. Voilà, donc c'est vraiment les deux techniques différentes, taille à la pierre, taille au bois, éclat versus lame. Et évidemment, comme les éclats qu'on a taillés tout à l'heure, là j'ai produit une lame. On voit les deux arêtes. Évidemment, je peux en produire une seconde qui va me laisser les arêtes pour la troisième et ainsi de suite. Donc là, si tu veux, j'ai un nucléus à lame qui est mis en forme. D'accord. Et là-dedans, bon, celui-là, il est petit, mais tu peux aisément débiter une quinzaine de lames, quoi, de ce gabarit-là. Et ça, par exemple, ça pourrait servir à quoi comme outil? Ça, tu peux faire un grattoir. D'accord. Un grattoir en bout de lame. Bon, allez, c'est vachement courbe. Hein. Ouais. Là, je vais supprimer la partie distale, le bout de la lame.
ça. Voilà. C'est le même principe que le racloir. Le racloir paléolithique moyen pouvait servir à quand même pas mal d'activités. Tu peux même racler, des os également. Tandis que là, ça c'est un outil typique du paléolithique supérieur, tout aussi typique que le propulseur presque, avec des toutes fines retouches en bout de lame. Là, et c'est très convexe et c'est très fin. Là, 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 voilà. C'est encore un peu irrégulier. Là, 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 voilà, là, 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 voilà. Attends, il faut que ce soit efficace. Là, c'est pas mal. Là, 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 voilà. Donc on a ce qu'on appelle un grattoir en bout de lame. On est avec une toute petite délinéation convexe, des micro-retouches qui ont été enlevées. Et alors là, tu fais du travail hyper fin. Ah oui, d'accord. Travail de précision. Ouais, alors là, c'est pour justement faire le carquois en peau de chevreuil, en peau de chevreuil qui est à côté de toi. Là, tu travailles vraiment avec le grattoir. Et là, c'est hyper précis, c'est hyper fin. Effectivement, parce que n'importe quel artisan vous dira qu'il faut avoir une multitude d'outils. Exactement. De très bons outils pour pouvoir faire aussi bien du travail de gros que du travail de précision. Voilà. C'est en quelque sorte, c'est les outils aussi qui font l'artisan. Hein. Exactement. Et donc tous ces sociétés du passé, hein, que ce soit les hommes, les femmes, etc., devaient savoir maîtriser tout ça, devaient savoir maîtriser la taille de la pierre pour faire de l'outillage domestique de base, mais aussi savoir maîtriser la taille de la pierre pour faire les pointes de saguet qui te permettent d'aller à la chasse. Ils devaient savoir maîtriser le travail du bois de cervidé, parce qu'avec ces bois de cervidé qu'on fait les crochets des propulseurs. Donc, si tu veux, tout cet artisanat-là était maîtrisé et était conçu d'une telle façon que ces sociétés-là puissent subsister dans le temps. D'accord. Alors, en tout cas, merci Morgan pour cette démonstration. C'était assez riche hein, parce qu'on a fait beaucoup de choses. Et ben, je te propose qu'on termine par une petite session d'allumage de feu à l'ancienne. Allez, on va essayer. Parce qu'on a à peu près encore 10-15 minutes. Tu penses que c'est jouable ? Ouais, pas de problème. Alors, l'allumage du feu préhistorique, voilà. Ça se fait avec un briquet. C'est vrai. Oh. Putain, j'ai arrêté de fumer. J'utilise la vaporette. Alors... je veux peut-être rester à la même place finalement pour pas en mettre partout. Je veux juste un peu. Il n'y a pas trop de vent donc ça va. Ça va aller. Ouais. Donc, les percuteurs, percuteurs durs, les aigriseurs. Là. Alors vous voyez, hop, pour revenir à la taille avant de faire le feu, tous les petits éclats qui ont été produits uniquement pour retoucher ce racloir et ce grattoir. Hein. Donc on a beaucoup de déchets finalement. Ça c'est vraiment du déchet. Mais après, les éclats qui ont été produits au préalable, peuvent être utilisés aussi de façon très ponctuelle et rapidement. Mais, voilà. Alors, le feu. Contrairement à une idée reçue, percuter deux silex ensemble ne produira jamais d'étincelles. Vous pourrez essayer pendant des années et des années, ça ne marchera jamais. La percussion de deux silex produit tout simplement une sorte de petite lumière. Nous, ce qu'on va essayer de faire là aujourd'hui, c'est de détacher une étincelle d'une pierre assez particulière. Cette étincelle, évidemment, est une étincelle chaude et elle devra tomber sur un matériau qui devra s'embraser et qui nous permettra d'allumer un feu. Alors évidemment, on va utiliser un silex qui a une forme pas vraiment particulière. Il a deux côtés abrupts. Donc on va l'appeler le briquet. Hein. Dans notre discipline, le terme consacré, c'est briquet à silex. Donc on va utiliser un silex un peu épais et on va utiliser une autre pierre qui va être percutée contre. C'est une marcassite ou une pyrite. Et la composition de la marcassite ou de la pyrite, c'est du fer et du soufre. Donc en percutant un silex contre une pyrite ou une marcassite, ça va détacher un micro morceau de fer, mais avec le soufre,
grâce à cette percussion, et ben ça va, si vous voulez, ça va pas s'enflammer, mais ça va créer une étincelle vraiment très chaude. Et on veut que cette étincelle chaude tombe sur un matériau qui puisse s'embraser. Et je vais utiliser ceci, c'est le champignon amadouvier que vous reconnaîtrez. Voilà, c'est le champignon qui pousse sur les peupliers morts ou Voilà, ouais, sur les troncs d'arbres. sur les troncs d'arbres, ouais. Et à l'intérieur de du champignon amadouvier, donc on a toutes ces fibres là qui sont du bois, qui pour moi ne me sont pas utiles. Et ce qui est utile pour moi, c'est toute cette partie cotonneuse qu'il y a bien à l'intérieur. Alors justement, tu vois, je n'ai pas fait un grattoir pour rien. Je vais utiliser mon grattoir. Je vais gratter un peu les fibres pour les aérer. Donc ça, c'est le truc préalable à faire. Je gratte un peu les fibres, tu vois, c'est une sorte de petit paquet. Voilà, j'ai gratté les fibres. Je vais mettre ça. Donc on a fait du feu hier, hein, vous avez la preuve. Hop. Maintenant, le but du jeu, le but de l'opération. Je vais me faire la vie un peu facile. Je vais mettre là un marcassite juste au-dessus du champignon amadouvier. Et en percutant le silex contre la marcassite, ça va détacher des étincelles. Et on va espérer que ces étincelles s'attrapent dans la partie cotonneuse. Alors, est-ce qu'on voit des étincelles? Non, pas trop. Hein. Non. Donc on voit de la poudre qui se détache. Alors déjà mon champignon amadouvier, vous voyez, il commence à être tout gris là. Hein. Et ouais. ben en fait c'est la pyrite, c'est la fibre hein, qui se détache. Alors, ça fait des petits morceaux. Alors, je réfléchis à une position pratique. Je vais me surélever un peu. Alors attends, là. Alors, ça produit pas mal de poudre. Malheureusement, peut-être un peu trop. Ah, regardez. Ah, ça y est, ça fume. On la voit à l'écran, ouais. Alors, on l'a testé hier soir et c'était plus visuel hier soir parce qu'on était, le soir de nuit, ouais. et on voyait toutes les étincelles. Et voilà, ça y est, ça commence à prendre. Et voilà. Et là, moi, je suis tranquille parce que l'avantage du champignon amadouvier, c'est que la braise va s'étendre tout le temps. Ça ne va pas s'éteindre. Donc évidemment, ça va s'éteindre dans 10 minutes quand ça aura cramé toute cette partie dufteuse. Mais là, si tu veux, moi, j'ai le temps d'aller récupérer des herbes sèches. Ouais, il y en a. Hop, hop, hop. C'est vraiment à l'arrache, hein. Je fais un petit nid. Voilà, bon, c'est un peu humide. Hein. Voilà. Donc, le temps que je parte. Alors là, en plus, il y a un peu d'air, donc ça Ouais. attise, je pense. Exactement, ouais, ouais. Voilà. Ah, il tient pas ce nid. Zut. Allez, là. Bon. Ça, c'est pas paléo-compatible, ça va là. Alors, je prends le morceau. Je le place à l'intérieur. Et là, évidemment, il faut souffler. Et Ah, dis donc, on a Ophelation qui vient de rejoindre la C42. Merci, bienvenue à toi. c'est un petit cadeau. Ouais, c'est un peu humide les herbes là. Hein. Je suis pas sûr que ça marche hyper bien. Non. Ouais, j'ai un peu... Ouais, il faudrait vraiment que ce soit beaucoup plus sec. Attends, je vais essayer d'en détacher. Petits morceaux. On va faire différemment parce que là j'ai presque l'écorce, tu vois, de l'amadou qui me gêne.
Donc nos ancêtres étaient des sportifs et ils avaient du souffle. Ouais. Ah, ça fume. Comme quoi la persévérance finit toujours par payer, a priori. A priori, attends. On va peut-être arriver à mettre le feu à cette forêt. Essayez comme ça. Il y a de la fumée un peu. Et bienvenue à Jajaouid et au Picard du 60 Ouais, Picard. sur la TV 42. Bienvenue sur cette petite session de retour dans le passé. Et merci pour le follow. Oh là là, bienvenue dans l'abri 42. N'hésitez pas si vous avez des questions à poser à Morgan. C'est un peu humide les herbes là. Ouais, mais c'est d'autant plus intéressant. Ouais, un challenge pour toi. Ouais. Et Jajaouid a bien choisi son moment pour venir au moment où on commence à allumer l'herbe. Exactement. Attention à ma barbe. Hein. On est pas mal. Je cherche quelque chose d'un peu plus sec. Ah, j'aurais dû prendre les trucs là qui poussent sous les noisetiers. Mais regarde la fumée. Ouais, Là, ça la fume, fumée, là. elle s'épaissit. On entend des petits clics. Ça crépite. Ça crépite. J'ai les doigts qui chauffent un peu. Ah, il nous dit, moi j'ai mon briquet. Ah, voilà. Regardez-moi cette magnifique flamme. Et voilà. Voilà. On va pouvoir commencer le barbecue. Yes, on a la bête, on a les outils pour la découper et on a le feu. On est bon. On a fait tout ce qu'on voulait faire. Magnifique. Et normalement, ça va s'éteindre tout seul, vu que c'est tellement compliqué Ouais. d'allumer un feu. Et vu que l'herbe est humide. Et voilà, Magnifique. la session est bouclée. Donc, les amis, vous avez pu voir en direct l'allumage d'un feu préhistorique. Exactement. Alors, attends, je vais passer sur l'autre caméra. Voilà. Et voilà. Attends, on va passer là. Ah ben, je te suis, maître. Maître de la technologie. Voilà. Ouais, on n'est pas beau, là. Ah si, fantastique. Donc, j'espère, les amis, que ça vous a plu, que cette vidéo un peu inédite sur la TV 42 a su vous séduire et que vous avez appris des nouvelles choses sur notre passé lointain, sur notre histoire, Ouais, sur l'histoire de nos ancêtres. notre Et histoire commune à tous. faut savoir qu'on leur doit tout, évidemment, parce que c'est grâce à eux qu'on est là aujourd'hui. Et toutes les techniques que je vous présentais ont fait que, bah voilà, que nous sommes tels que nous sommes aujourd'hui. Voilà. Dans un un peu philo pour finir. Alors, bah, du coup, merci à toi, Morgan. C'était Morgan Roussel, Ouais, tout à fait. docteur en archéologie préhistorique. Oui. Est-ce qu'on peut retrouver tes travaux sur Internet? Alors, évidemment, j'ai mes travaux scientifiques. J'ai pas de page Facebook, ni YouTube, etc. Mais ça va venir, ni Twitter. Mais vous pouvez me retrouver sur academia.edu, qui est un portail pour amateurs et chercheurs. Et là, toutes les publications scientifiques sont disponibles gratuitement. Moi, c'est ce que j'aime bien faire, parce que payer pour avoir accès aux publications, je trouve ça complètement débile. Donc moi, je mets toutes mes publications, publiées dans des journaux scientifiques, disponibles gratuitement sur academia.edu ou ResearchGate. Voilà. Il y a Kevinus Rex qui nous dit merci pour ce live intéressant. Ouais. Merci à toi. Merci, avec plaisir. Et peut-être qu'on reproduira Évidemment. l'expérience, ce sera Ouais. l'occasion de voir d'autres choses ensemble. Exactement, il y a encore plein de choses à découvrir. Voilà. Et puis je vois que ça commence à s'impatienter Ouais, autour voilà. de nous. Il y a les Voilà. petits indigènes qui viennent autour de nous. La nouvelle génération qui commence à nous faire chier. Mais on s'est tiré à la sagaie, c'est bon, cours devant. Ouais. Allez, va chercher les saguets. Allez, on va se quitter sur le brasier qui vient de démarrer. Et on va terminer par un barbecue. Je vois que les lutins commencent à nous envahir.
Allez, 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 à vous Cognac G, à vous la régie. à plus tard. On va changer de caméra si c'est possible. Non, ça veut pas. Allez, on vous dit au revoir, à bientôt. Restez toujours plus haut, toujours plus fort. Ça fait un peu Fort Boyard. Ouais, voilà. À bientôt. La sur, clepsydre. sur la TV 42. Au revoir. Au revoir à tous. Restez sur la TV 42. Abonnez-vous. Si ça veut bien s'arrêter. Arrête ton truc. Attends. Voilà. Non, Bon, oui, non, mais c'est fini, oui. C'est fini les lutins là. Voilà.